Mais je pense que le conseil numéro 1, c'est vraiment d'aller au bout de ses rêves. Même si tout le monde considère que c'est une connerie, faut jamais lâcher en fait. J'ai jamais lâché et ça a quand même un peu porté ses fruits. Donc non, et je pense que le premier a une bonne devise et qui est un bon conseil, c'est qui ose gagne. Et derrière, on peut rajouter qui perd paye. Mais mais qui ose gagne, donc c'est vrai, oser. Il faut oser, il faut se lancer. De toute façon, si la personne pense que l'idée est bonne, bien sûr qu'il y aura des échecs, il y aura des moments de doute. Tout entrepreneur, tout salarié, toute personne sur cette planète, je pense qu'on a tous connu nos hauts, nos bas, nos difficultés. Et après, moi j'ai la chance de travailler avec une équipe avec qui je m'entends, qui est comme une famille pour moi. Et je pense être aussi un peu une famille pour eux. Et ça, c'est important en fait. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres de forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous prenons la direction de Monaco et nous partons à la rencontre de Erwan Grimaud, fondateur de la société MC Click. Cette société monégasque est spécialisée dans la conception et la vente de drones aussi bien aériens que terrestres ou marins. Erwan nous parlera en détail de son impressionnant parcours d'entrepreneur ainsi que du marché du drone et de l'anti-drone dans le secteur de la défense et de la sécurité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube, et rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Monaco avec Erwan Grimaud de la société MC Click. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, enchanté, moi je suis Erwan Grimaud, donc de la société MC Click, une société basée à Monaco, spécialisée dans la conception et la réalisation de drones et de systèmes robotiques terrestres, aquatiques et aériens. D'accord. Tous les deux, on s'est rencontrés sur le salon du Sofins, sur le camp de Souges, là où est basé le 13e RDP. Donc c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans avec pas mal d'industriels qui viennent présenter du matériel. Donc toi, tu faisais partie des exposants. Pourquoi avoir participé à ce salon et est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, déjà, pourquoi avoir participé à ce salon ? Alors déjà, MC Click fait partie du cercle de l'Arbalète, donc fournit déjà des entités spécialisées avec des produits. Voilà. Et ensuite, ça permet aussi, le Sofins permet de naturellement présenter des nouveautés, des nouveaux produits et nos derniers développements. Donc, comme vous avez pu le voir, on avait quelques gadgets intéressants, je dirais. Et en même temps, c'est un salon qui permet de rencontrer aussi bien les opérationnels que les opérateurs, d'échanger et d'avoir vraiment un vrai retour aussi bien d'expérience et d'être capable de différencier, je dirais, la vision ingénieur avec une vraie vision tactique. Peut-être que l'ingénieur mettrait un bouton à un endroit parce qu'il lui semble plus judicieux et que en réel, l'opérateur il va le préférer à un autre endroit. Le Cercle de l'Arbalète, c'est une association qui organise ce salon professionnel. Ça veut dire quoi faire partie du Cercle de l'Arbalète ? Alors le Cercle de l'Arbalète, ça veut déjà dire en fait être une société reconnue comme fournisseur d'efforts spéciaux et des entités de tout ce qui est le commandement des opérations spéciales. Et derrière, c'est un honneur en tout cas pour notre société d'en faire partie. Donc voilà ce que ça veut dire pour moi en tout cas. C'est quoi les critères pour en faire partie ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut aller directement sur le site du Cercle de l'Arbalète pour les demander. Donc MC Click fabrique essentiellement des drones. Quand on pense aux drones, on pense naturellement aux drones volants, mais en fait pas que, parce qu'au final vous fabriquez des drones terrestres, donc des sortes d'araignées, de chiens électroniques. Alors oui, alors on fait du drone volant. MC Click a commencé comme ça. Et continue, donc on a notre gamme, je dirais, personnelle de drones qui sont fabriqués dans nos locaux avec une partie en impression 3D, une partie avec du carbone, enfin différentes choses. Ça c'est du 100% tailor-made. Après on est revendeur de certains produits, aussi bien du hôtel robotique que du DJI, que des systèmes que tout le monde connaît, où derrière on vient mettre une couche à nous,
d'endurcissement, de tropicalisation, de performance. On fait un peu ce que fait Brabus sur certains de ces produits-là. Et depuis maintenant quelques années, on a ouvert nos départements aquatiques et terrestres, où là, bon, c'est la première année, je dirais, et la première fois qu'on présente au Sofins autre chose qui ne vole pas, puisque les 2 fois précédentes, on n'avait présenté que du volant. Donc cette année, ça a vraiment été un peu spécial. On a présenté du roulant en termes de robotique, du marchand avec nos robots chiens et notre araignée, et qui était juste un concept, je veux dire, il y a 2 ans, qui était en version quasiment finie, mais c'était pas abouti. Là, on est sur un produit qui s'est décliné avec, je dirais, des petits, puisqu'on a une petite, une médium et une très grosse qui est en production. Et nos chiens, pareil, donc un petit, un médium et un très gros. Le très gros est fourni par Boston Dynamics, puisqu'on n'est pas fabricant, là, mais c'est un partenariat et on a une version, je dirais, du Boston Dynamics améliorée par MC Click avec des performances en termes de batterie, d'efficacité, de fonctionnement. Bah, il a vraiment tourné non-stop, pas dans le Sofins et je dirais partout. Et la partie aquatique on n'a pas pu présenter parce que bon, bah, le lagon c'était un peu compliqué, on était trop rapide avec un petit bateau, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il était en haut au-dessus, voilà. Bon, ça prend 150 km/h sur l'eau, donc c'est vraiment quelque chose d'intervention. On aurait pu faire une ligne droite et un retour, mais il n'y avait pas un réel intérêt. Donc voilà, je dirais une réouverture et la présentation du Rubicon qui est notre fleuron, notre véhicule d'intervention qui a été développé en collaboration avec le premier PMA, qui est capable de faire du bréchage, d'aller déposer une charge, d'aller récupérer de l'information, qui est un mélange de robot démineur et en même temps d'un robot d'observation en version tactique, voilà. Et qui a un intérêt, c'est qu'il peut être complètement modulable et refabriqué avec, enfin en grande partie, par une imprimante 3D pour une réparation plus rapide. D'accord. Sur cette édition du Sofins, on sentait clairement que la mode c'était clairement le drone. Il y avait plein de sociétés qui présentaient aussi bien des systèmes drone que anti-drone. Nous aussi, là vous étiez comme un poisson dans l'eau là. Alors nous aussi on a présenté un système anti-drone, après on est resté un peu, je dirais, vague, on l'a juste emmené neutralisé, parce que l'idée était d'avoir une maquette, parce qu'on n'a pas besoin, si on veut faire des démonstrations, les clients peuvent se déplacer. Et oui, on était comme un poisson dans l'eau. Après, je pense qu'on a fait de belles démonstrations. Vous avez pu en assister à quelques-unes qui étaient assez sympas. J'en ai pas vu beaucoup de démonstrations de mes concurrents. J'aurais bien aimé aussi en voir, ça me permettait de voir des nouveautés. On a pris des bons contacts. On a présenté aussi notre moto électrique, un peu améliorée. On a présenté deux, trois choses intéressantes. Oui, cette année, la mode était au drone. Avec plus des drones basés, j'ai vu sur des sous-munitions qu'on pouvait justement envoyer et qui soient détruits. Alors bon, chez MC Click, on aime bien que le drone rentre à la maison. C'est un peu compliqué pour nous de le sacrifier, donc on est plutôt sur une version de drone où on va aller récupérer de l'information, apporter un système, un colis, on va employer le terme de colis, et pouvoir aller récupérer aussi un colis. C'est plutôt nos usages, quel que soit le milieu. Et quelle que soit la zone utilisée, en température chaude comme en température froide, pour ça on est un peu spécialisé là-dessus parce qu'on a envoyé des drones un peu partout sur cette planète, aussi bien pour l'exploration scientifique que pour d'autres usages. Et voilà, ils commencent à faire leurs preuves et à être suffisamment endurants pour fonctionner. C'est justement la question que je voulais te poser sur l'usage, parce que quand on va au Sofins, on a l'impression d'être un peu dans de la science-fiction. Quand on voit les essaims de drones, quand on voit les armes anti-drones, etc., qui envoient des micro-ondes, tout ça, c'est quand même un laboratoire pour les forces spéciales, c'est l'élite qui utilise ça. Est-ce que tu vois une évolution vers, alors pas le grand public au sens tous les civils qui pourraient utiliser ça, mais des services plus conventionnels, la police, voire la police municipale, qui pourraient utiliser ce genre de système? Alors déjà, plusieurs choses là-dessus. Donc l'essai anti-drone, par exemple, c'est pas une nouveauté. Alors ça fait les faux buzz,
J'ai trouvé ça sympa moi aussi. MC Click fait des shows drones avec des essaims. À l'heure actuelle, on est capable de gérer jusqu'à 1000 drones en simultané. Et on est capable de faire un essaim, je dirais pas juste démo, mais piloté par un leader, jusqu'à une 50aine de drones. Ça, c'est à temps X, à l'heure où on parle actuellement. C'est pas dans nos cartons, c'est un démonstrateur qui fonctionne. Ça, c'est un usage, par exemple, civil. Dans le sens qu'on va on va remplacer un feu d'artifice, voilà. En prenant compte qu'un essaim de drone à l'heure actuelle vole en grande partie avec un GPS, et que si on venait à tirer avec un fusil anti-drone dans cet essaim, malgré les sécurités, malgré tout ça, bon, on en met quand même pas mal au tapis. Pour avoir fait le test sur nos systèmes, ça fout le bordel. Quand on en a une 50aine, ça peut se gérer parce qu'on peut les espacer. Quand il y en a 300 ou 400, ça fait un gros trou. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on travaille et déjà pour se libérer du GPS. Il faut savoir que donc, par rapport à ce qui a été présenté sur les essaims de drones, nos drones à nous en fait sont 100% fabriqués. On n'est pas sur une base de parotte. On les usine en totalité. On a fait produire nos propres cartes mères. On est sur un drone qui pèse que 300 grammes, qui vole 25 minutes, quelles que soient les conditions météorologiques. Voilà. Et qui est piloté, automatisé et qui communique avec chacun de ses collègues et chacun de ses congénères. Ce qui fait la force de l'essaim. Puisqu'à l'heure actuelle, la grande partie des essaims, et pour l'avoir vu au SOFINS, on envoie une information, on envoie une cartographie, le drone enregistre cette info et après fait un peu son vol, je dirais, à la méthode autonome. Ils sont tous lancés en même temps. Maintenant, s'il y en a un qui vient à se barrer de la formation, bon, ben, aucun autre drone n'a l'information. Seul le logiciel qui gère, c'est bon, mais on en a perdu un. Là, notre architecture à nous est vraiment une architecture un peu plus, que je dirais, de type neuronal, où chacun des drones communique entre eux et ils ont une vraie formation en essaim. Avec un leader, si le leader disparaît, ben, il y a un nouveau qui se prend le leader, et etc., etc. D'où un usage futur demain pour sûrement des forces armées. Pour la partie anti-drone, c'est la mode. Ça fait des années que maintenant, tout le monde fait des drones, je dirais, mais il arrive un moment où il faut bien les arrêter. Nos systèmes ont déjà été déployés, les nôtres, sur différents théâtres. Voilà, je m'arrêterai là. Ils fonctionnent très bien, on a des bons retours. On a corrigé, je dirais, les premiers retours où on avait des antennes qui ressemblaient à des pelles à tarte, où on pouvait justement faire sécher le linge dessus. Hein. Donc on a fait quelque chose de compact, comme on a vu sur le stand, beaucoup plus léger, parce qu'il ne faut pas oublier que par 40 degrés, porter un système anti-drone avec un backpack dans le dos qui fait 30 kg, etc., ben, on n'en a pas envie. Donc il faut quelque chose de compact, de léger, de fonctionnel. Ça déjà c'était la première chose. La troisième chose, dans le civil. Alors on se rend bien compte que de toute façon tout ce qui est amélioration militaire finit un jour par arriver dans le civil. MC Click a une politique très spéciale. Déjà, on ne vend pas aux civils des systèmes que l'on considère nous-mêmes comme étatiques ou sécuritaires, même s'ils n'ont aucune catégorisation. Un drone chez nous qui a un niveau de tropicalisation, une résistance plus accrue au vent, une portée plus performante, ne peut être acheté que si l'on présente patte blanche. Alors, on peut être civil, mais dans un cadre précis, une exploration scientifique, la sécurisation d'une emprise portuaire, voilà. Ça, c'est, je dirais, le côté civil. Sinon, en fait, il va falloir quand même avoir un bon administratif ou une demande écrite. De un, ça permet de ne pas avoir, je dirais, du n'importe quoi sur le marché. Et de deux, ça permet aussi de connaître le client. Le SOFINS, cette année, c'était un peu spécial, comme on l'a vu, puisqu'il y avait le Soft Lab, où il y avait des produits qui sont déjà dans le civil et qui sont détournés du civil pour avoir un usage demain militaire. Clairement, la société Volumique avec qui on travaille, qui fabrique des imprimantes 3D, sont 100% dans le civil, sont rentrés avec nous et aussi un peu grâce à nous dans cette partie force de l'ordre militaire, et on se rend bien compte que c'est l'avenir.
pouvoir réimprimer une pièce quand on est perdu en plein milieu de rien et réparer tout de suite, mais que ça soit un drone, une arme, un organe de visée, mais n'importe quel système, jusqu'à, je dirais même demain, des véhicules. J'ai pas la biellette de direction, je peux la réimprimer, c'est quand même génial. Alors c'est digne des films de science-fiction, mais on y arrive. À l'heure actuelle, chez nous à MC Click, on imprime 99% de nos plastiques. Aussi bien du rigide que du souple, que des plastiques qui nous permettent de conduire l'électricité, que des plastiques chargés en fibre de carbone, en fibre de verre, du pomme ou du pic, qui sont les deux composés à l'heure actuelle. Donc, déjà, ça permet un prototypage, et on arrive à des états de finition qui sont très intéressants. On est quasiment, je dirais, sur de l'injection maintenant. Alors, en fonction des machines, en fonction du type d'imprimante, puisqu'il y a plusieurs types d'imprimantes. Il y a les dépôts de fils, comme on utilise chez Volumic, il y a la stérilithographie, il y a le frittage de poudre. Chez nous, on a un peu tous les types qui nous permettent des usages différents en fonction du besoin. L'une va mieux marcher pour un certain besoin, l'autre va moins bien marcher. Il y a des plastiques qui, au soleil, vont se déformer parce que la température augmente. Et c'est les premiers tests qu'on a effectués sur notre Rubicon, c'était le problème. Je dirais à Monaco, il fait bon vivre, on a 25 degrés, allez aujourd'hui il a fait très chaud, 32. Bon, oui, mais quand on est à 40 et quelques degrés en plein soleil, quasiment pas d'humidité et qu'on laisse un véhicule noir, bon, le plastique fond. Voilà, on s'en rend bien compte et on n'a qu'à voir au Koweït l'état des vrais véhicules, je dirais, des Range Rover avec les garde-boue qui fondent et pourtant c'est pas de l'impression 3D. Donc voilà, ça je pense que c'est dans le civil, ça va rentrer dans le domaine militaire, ça va permettre en même temps des évolutions d'un côté comme de l'autre. Après, sorti de là, je dirais qu'on a déjà décliné pas mal du militaire au civil, pas chez MC Click, mais en règle générale, tout ce qui est caméra thermique sur les bateaux. Maintenant, pour avoir à Monaco énormément de bateaux et de yachts, on se rend bien compte qu'ils ont tous des boules thermiques pour tout ce qui est piraterie, lutte, les radars, les Zodiac. Enfin, ça, c'est déjà... voilà. J'ai pas vu de produit à l'heure actuelle qui va immédiatement, en tout cas, rentrer dans ce domaine. Je pense pas qu'une mule de chez Nexter ou un système aussi lourd comme le Titus, qui est magnifique, mais rentrera dans le civil demain, peut-être pas chez nous en tout cas. Mais oui, les améliorations de toute façon vont finir par servir. Dans le sport, parce qu'on se rend compte, pour les produits déshydratés, c'est ce qui s'est passé. Dans l'ingénierie des batteries, dans les nouvelles tenues ultra transpirantes, voilà, on se rend bien compte que ça vient du domaine du militaire et ça finit à tomber dans le domaine civil. Quand on est, comme toi et ta société, à l'avant-garde de tout ça, où vous développez des choses, où vous créez littéralement de nouvelles choses, il y a un côté presque artistique dans la création de ce genre de produit. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme aussi de frustration de voir que ça avance aussi très lentement, que les institutions aussi sont des administrations et que l'administration, c'est pas forcément quelque chose de très rapide à mettre en place? Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Alors bon, déjà merci pour l'avant-gardiste. On a encore du chemin à faire, il faut rester humble. Mais c'est frustrant dans tous les cas, oui. Après, c'est frustrant et c'est génial à la fois. Parce que MC Click, ça a 10 ans. S'il y a 10 ans, on m'avait dit que j'aurais pu imprimer en 3D une pièce que je dessinais, la sortir et l'utiliser tout de suite, c'était de la science-fiction. Et en 10 ans, il s'en est passé... je veux dire, j'ai qu'à me retourner... Et 10 ans, c'est une éternité pour l'électronique, mais sans aller parler aussi loin. On se retourne 2 ans en arrière, la technologie aussi bien de vol des drones, de transmission, la miniaturisation des lidars. Les lidars étant les systèmes laser qui permettent donc de se déplacer, de modéliser, ont tellement évolué. La robotique en elle-même. À l'heure actuelle, nous utilisons par exemple des cartes qui s'appellent des Jetson, produits par Nvidia. C'est des espèces de cartes de puissance avec un GPU comme une mini carte graphique, je dirais, qui permet d'injecter du code et de faire de l'analyse vidéo en temps réel. À l'heure actuelle, ça fait la taille d'un téléphone portable. Et on a une puissance de calcul qui est nécessaire pour faire
un peu de détection de mouvement, du motion graphique, enfin bon, ça marche bien. Et on est un peu au balbutiement de ce système, puisqu'on se rend compte que les robots chiens, Boston a sorti le leur, nous on travaillait sur les nôtres depuis un moment, on n'est pas aussi abouti que le Boston, on n'est pas au même tarif aussi, c'est pas les mêmes usages. Maintenant voilà, on arrive, la motorisation, les moteurs que je t'ai montrés, puisqu'on travaille sur nos exosquelettes, on les fait produire sur mesure, et ça commence à venir. Alors oui, c'est frustrant parce que dans notre tête, à nous tous, dans mon équipe, on a des idées, et on se rend compte que technologiquement parlant, derrière, on n'a pas la capacité de le faire, mais pas parce qu'on met pas les moyens, mais parce que ça n'existe pas encore en fait. Ou ça existe, mais il faudrait des millions d'euros de R&D, mélanger des systèmes, mélanger des puces pour arriver à quelque chose. C'est compliqué. Un chien déjà, pour le faire marcher, c'est compliqué. Un humain, ça l'est encore plus. C'est pour ça que malheureusement et heureusement, on verra peut-être, mais on ne fait pas pour le moment je dirais de robots qui sont bipèdes. On aime bien, et après on aime bien aussi le côté animal. À MC Click, on aime bien un truc qui dérange et qui fait peur. Donc le chien, c'est assez dérangeant, hein. Ils sont assez dégueulasses, hein, ces trucs, hein. Non, je veux dire, on n'a qu'une envie, c'est vider un chargeur dedans. Donc, et l'araignée, c'est encore pire. Et pourtant, j'adore les araignées. Mais on va y venir. Et je pense que le robot humanoïde sera encore plus malaisant. Parce que ça se rapproche de nous. Oui, il y aura des questions éthiques aussi qui vont se poser. Alors les questions éthiques, on les a déjà, parce que je veux dire, on peut tout à fait armer demain des robots et les laisser prendre une décision. La question qui se pose, c'est est-ce que la personne qui a codé cette prise de décision est coupable? Est-ce que le robot ne peut pas lui-même créer une intelligence artificielle et donc en apprendre, puisqu'on se rend compte qu'on fait du e-learning? Nous on le voit, quand on fait passer le même robot au même endroit et qu'il bute tout le temps, et ben, il se rend compte qu'il faut qu'il change de trajectoire, donc il va apprendre de lui-même. Est-ce que demain, par exemple, il apprendra pas que si il a une arme, il est menaçant, et est-ce qu'il la pointe vers lui et qu'il tire qui on n'y est pas encore, hein. Je veux dire, on n'y est pas encore. Pour travailler sur les déplacements autonomes, on est au balbutiement, ça marche bien, ça commence à fonctionner. Mais bon, on utilise pas mal de caméras qui font de la stéréoscopie afin de pouvoir avoir de la profondeur. Bon, ça vaut pas l'œil humain, hein. De temps en temps, quand ça reflète un peu trop, il n'y a qu'à rigoler, hein. Il suffit de mettre une de ces caméras et on la fait devant un miroir et on peut rigoler pendant 10 minutes. Donc, il y a encore des choses qui ne sont pas, je dirais, abouties, fonctionnelles. Il y aura vraiment une avancée immédiate, et je dirais où on passera dans le monde de la vraie science-fiction, le jour où on aura la puissance de calcul nécessaire miniaturisée. Parce que c'est ça en fait le secret. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on déporte le calcul en fait. On a des serveurs, nous on a de gros serveurs qui tournent et qui déportent une partie des calculs. Et quand on pourra miniaturiser tout ça, je dirais dans la taille d'une montre, en fait, on aura des robots qui seront 100% autonomes. Qu'est-ce qui manque pour ça? C'est de la R&D? C'est de l'argent? Il manque de grosses équipes là. Il faut des ingénieurs, il faut prendre les meilleurs, de la R&D, de l'argent et après une volonté aussi. Moi je sais qu'à l'heure actuelle MC Click ne se focalisera pas là-dessus parce que c'est pas notre usage et notre cœur de métier. Si un jour, demain on vient à faire un robot humanoïde, il aidera les pompiers, il ira sécuriser, il passera en première ligne pour les forces de l'ordre où il fera de la protection balistique. Je ne suis pas sûr que dans notre politique interne, on acceptera qu'il soit armé ou qu'il le devienne. Ce n'est pas notre volonté immédiate, en tout cas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas envisagé, puisqu'on peut fabriquer des gadgets, mais en tout cas, non. Parce que déjà, on n'a pas envie de faire des systèmes qui seraient classifiés. Et comme je disais, en fait, nos bébés, c'est un peu nos bébés. C'est compliqué pour quelqu'un qui crée un produit, Manticore, notre araignée, qui est un produit qui est créé de zéro, en fait, en interne. Je dirais de la vis au code, à la totalité, en fait, du maillon. À l'heure actuelle, elle est 100% fabriquée sur le territoire monégasque avec nos machines. On ne sous-traite plus rien. On en arrive quasiment à même fabriquer nos cartes électroniques.
Bon, ça demande du développement et c'est en permanence. La grosse force d'MCClick, en fait, c'est qu'on ne sort pas un produit et on arrête là. En fait, on sort un produit. Voilà, quand Manticore est sorti, on avait une version 1. Là, on est à la 5e génération. Elles sont toutes upgradées. Je veux dire, mon client qui demain vient acheter une version 5, si on a la version 8, il sera d'office upgradé en version 8 tout le temps du processus. Parce qu'en fait, on ne cesse de l'améliorer. Alors, sur le côté financier, c'est pas vraiment intéressant. Sur le côté éthique et je dirais moral, on considère que si on l'upgrade, ça veut dire qu'à chaque fois, on fait mieux. Et donc ça peut être des upgrades mécaniques, etc. C'est des accessoires. C'est sûr que si un jour on doit revoir la totalité de l'architecture, bon, ça sera une nouvelle version. Mais je veux dire, on améliore des choses et il y a aussi un retour. Il y a des retex réguliers et donc on se rend compte, voilà, la nouvelle par exemple se retourne. Elle se retourne dans toutes les positions. Donc on a redessiné un nouveau châssis avec des nouvelles pattes qui lui permet, elle tombe dans un escalier, elle se retourne. Là, elle est en train de remonter les escaliers. On fait de l'analyse justement pour qu'elle soit capable de franchir les marches, de calculer l'angle pour équilibrer son corps. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de calcul. Alors j'imagine demain pour un robot humanoïde, s'il doit ouvrir la porte ou la fermer, Donc c'est la prise de décision qui est compliquée. Tant qu'il y a un humain derrière qui pilote, c'est à peu près simple. En prenant en compte qu'il faut que ça soit simple pour l'humain. Parce que là, pareil, l'ingénieur, chez moi, par exemple, Kylian, il va coder son système, il va le mettre en place. S'il y a 50 boutons, ça ne va pas vraiment lui poser souci. Mais en réel, on se rend compte que les 50 boutons, on ne s'en souviendra plus le jour J. Et ce qui est compliqué, c'est de faire quelque chose d'ultra technologique qui a énormément de capacité et d'être capable de simplifier cette commande pour qu'elle soit à la portée de n'importe qui. Et ça, c'est la partie la plus critique en fait. Oui, parce que l'opérateur sur le terrain, lui, il ne va pas chercher le manuel d'emploi au moment où ça tire. L'opérateur sur le terrain, déjà, on va le former. On va le former et il ne faut pas que ça soit une usine à gaz. Parce que ça soit pour un usage pompier, par exemple, secours, ou force de l'ordre, comme le groupe d'intervention qu'on a vu, quand ils interviennent, ils interviennent parce qu'il y a un souci. Pareil que les forces spéciales. Donc je veux dire par là, l'usage, parlons exactement du groupe d'intervention monégasque, ils ont des DAB, donc les DAB chez nous c'est des nanodrones. C'est un peu plus gros comme Black Hornet, en beaucoup moins cher, puisqu'un DAB vaut 650 € hors taxe. Donc c'est du consommable. Ils en ont plusieurs dans leur pochette sur leur gilet. Ils le prennent, ils le secouent, il se met en route, il le jette, il vole. Il va faire sa reconnaissance. Le gros intérêt du DAB, c'est qu'on est capable de former un individu en 3 heures. En 3 heures, il sait le piloter. Alors attention, il n'est pas pilote de chasse d'un drone. Il est capable de rentrer dans une pièce, de faire une ouverture d'angle, de voir, d'aller regarder derrière le canapé, voilà. Il sait faire ça. Après, c'est sûr qu'il va lui falloir au moins un mois d'entraînement régulier pour vraiment aller passer dans le petit carreau de la fenêtre, voilà. Mais il a fallu le simplifier. Il a fallu le simplifier aussi bien en termes de stabilité, en termes de pilotage. Et ensuite, on a rajouté plein d'accessoires entre, je dirais, la version 1 et la version d'aujourd'hui. Déjà, il se retourne. Quand il se casse la figure, on appuie sur un bouton, le drone se remet dans le bon sens. Et ça, c'était primordial. Il a fallu le tropicaliser. On l'a tropicalisé et endurci à un tel point qu'il peut couler dans un aquarium. Alors, c'est le côté délirant et rigolo. Mais en réel, qu'est-ce qui s'est passé? En réel, il s'est passé tout bêtement qu'un jour, sur un entraînement, on avait un évier qui était rempli d'eau et le pilote est venu accrocher l'évier et est tombé dedans. Et on a fracturé un drone là-dessus et on s'est dit non, ça peut arriver. C'est des drones qui ne volent qu'en intérieur. Moi j'ai un seau d'eau, je lui jette dessus, ça peut arriver. Donc il faut qu'il récupère de l'information. Donc on l'a tropicalisé, endurci. Ensuite on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir un drone indoor, mais de temps en temps pour une raison X ou Y, on a peut-être besoin de sortir à l'extérieur pour rentrer par une autre fenêtre. Donc il fallait quelque chose de péchu, et qui puisse faire, donc on a survitaminé les moteurs et là on est sur un produit qui peut se déplacer à 35 km/h, qui fait 22 grammes hors batterie,
qui a dans les 8 à 10 minutes d'autonomie et qui est très véloce. Et on en déploie un, hop, il est mort, ok, on kill le premier, on en prend le deuxième, on le redéploie, et quand la colonne avance, on récupère le premier, on le remet dans sa petite pochette, et on avance comme ça. Et c'est un produit qui est vraiment fait pour aller chercher un forcené, récupérer de l'info. Il n'est pas silencieux. Il ne fait pas non plus le bruit d'une tronçonneuse, mais voilà. Quand on voit arriver, déjà on ne sait pas d'où ça vient, ça arrive très vite, donc ça a certains avantages. Et eux l'utilisent énormément, il y a différentes unités aussi qui en ont, que ce soit aussi bien les Suisses que d'autres entités, et qui en sont très satisfaits et qui l'utilisent régulièrement. Et qui l'utilisent régulièrement dans le sens où il prend pas mal de pets. Si vous voulez, si tu veux, la philosophie d'MC-Click, c'est que c'est pas juste un drone, c'est un outil en fait. Et l'outil, il s'utilise comme un outil. Alors oui, il faut en prendre soin, oui, il faut le ranger pour qu'il fonctionne. Maintenant, voilà, il peut se casser la gueule, il peut s'éclater dans un mur, on doit le balancer à travers une fenêtre, on a cassé la fenêtre, on le jette, il tombe, il fait 10 boulets, voilà, il faut que ça marche. Après, si on le fait 100 fois dans une journée, on casse un truc et on finit par casser quelque chose. Mais voilà, il faut que ça soit un minimum, je dirais, tough et endurant pour avoir un vrai usage dans notre usage à nous. On a pour ça des bons testeurs, hein. Je veux dire, les unités sont quand même des bons testeurs, donc c'est important. On a déjà reçu dans le passé sur le podcast des entrepreneurs comme toi qui travaillent dans le milieu de la sécurité, de la défense, mais pas que, parce qu'il y a aussi par exemple, on a reçu François Brion de la société PGM, que tu dois connaître. Tout à fait, ouais. Qui travaille aussi avec des tireurs sportifs, et pas forcément que des forces de l'ordre, encore moins que des forces spéciales. Ils font des bons fusils d'ailleurs. Ils font des très bons fusils. Et avec lui, et notamment d'autres entrepreneurs comme Tibor Vass du groupe LPN, qui fait de la formation dans la sécurité privée aussi, ou Jess Plater de Terang MPSEC. Avec eux, on parlait de la complexité qu'il peut y avoir d'exporter des produits à l'international, alors des produits en lien avec l'armement, les usages un peu guerre. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, sachant que c'est pas une société française, c'est une société étrangère, même si on n'est vraiment pas très loin de la France, on est à Monaco. Comment ça se passe? Alors, dans tous les cas, qu'on soit à Monaco ou en France, exporter des produits qui ont une catégorisation armement, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Là, c'est pas la casquette MC-Click, mais c'est la casquette armurier, puisque je suis armurier, qui va répondre. On est soumis à la loi française par rapport à la convention franco-monégasque de voisinage, donc bien sûr là-dessus. Alors MC-Click ne fait aucun produit qui peut être catégorisé ou qui peut être bien à double usage. Dans le sens que notre robot, s'il vient demain avoir une charge ou à faire du bréchage, on fabrique les modèles qui vont permettre de coller, je dirais, la pâte à modeler, mais on ne fournira jamais l'ensemble. De un, ce n'est pas une volonté interne, et de deux, en fait, on veut garder, je dirais, la facilité que nous avons à vendre certains de nos produits. De deux, c'est une société monégasque. Donc chez nous, à Monaco, ce n'est pas un pays laïque. La religion d'État étant le catholicisme. On émet un embargo total sur tout pays qui pourrait être lié de proche ou de loin à du terrorisme ou être lié de proche ou de loin contre la France. Donc ça émet une liste de pays assez énorme. Et étant donné que Monaco a toujours eu de très bonnes relations avec la France, on ne vend pas à un pays qui pourrait avoir des relations désagréables là-dessus. Donc en fait, on fait nous-mêmes notre propre garde-fou. Et bien sûr, on est en partenariat et je dirais surtout, on collabore énormément avec tout ce qui va être la DGA, le ministère, afin de vérifier qu'on ne fasse pas de conneries, en prenant en compte qu'on a aussi le nôtre. Puisqu'on a notre département de l'intérieur à Monaco qui valide, et à Monaco, rien ne se fait sans autorisation. C'est 2 km². Et 2 km², c'est un village avec un État. Donc ce qui marche, et ce n'est pas une critique, mais ce qui marche en France, je dirais de se louper
En France, le temps que ça fasse le tour de la France, ça met un certain temps. Je dirais qu'à Monaco, tout se sait en moins de 5 minutes. Tu as changé de téléphone portable, ton voisin est déjà au courant. Tu as une nouvelle copine, il sait déjà où elle habite. C'est à peu près pareil. C'est pour ça que moi, je suis allé en dehors de Monaco pour tout le reste. Ça a évité la consanguinité déjà. Et ça permettait de s'ouvrir un peu plus au monde. Non, c'est un microcosme. C'est un microcosme et ça avance comme ça. Et donc, non, on est obligé de contrôler et de vérifier. Et on ne veut pas rentrer dans ces biens à double usage et dans ce type justement de catégorisation. Parce que ce n'est pas intéressant. Les produits que fabrique MC Clicks vont principalement au marché monégasque ou carrément à l'international? C'est quoi la part que vous avez dans votre business model? Alors c'est une bonne question à laquelle je vais répondre dans le flou. Il y a une grande part de l'international. Voilà. Il y a une grande part monégasque. Laquelle est plus grande que l'autre, c'est là où je vais répondre dans le flou. Maintenant, bien sûr qu'on travaille beaucoup avec... on ne peut pas se contenter d'un kilomètre, enfin de 2 km², malgré qu'on ait beaucoup de boulot sur Monaco. Exclusivement, je dirais, réservé aux civils à 99%. Et les 1% restants, ça va être aussi bien la force publique. La force publique, chez nous, ça représente les pompiers et les carabiniers du Prince, que la sûreté publique qui représente la police de Monaco. Sorti de là, en fait, à Monaco, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, nos clients vont être civils, même s'ils sont administration. Et tout le reste sera de l'international. Puisque c'est quand même bizarre, mais Monaco étant un tout petit pays, on est obligé de vendre à l'extérieur. Bien sûr. Monaco, c'est aussi pas un hub, mais en tout cas c'est une zone de rencontre de pas mal de pays aussi, de gens qui viennent faire du business. Ah oui, Monaco, c'est toutes les religions du monde, toutes les cultures qui vivent en paix, librement, et à partir du moment où elles respectent notre territoire et l'endroit où ils vivent, enfin où elles vivent. Déjà parce que on a un maillage de caméras qui est colossal, on a une sécurité très élevée. Donc là-dessus, dans cette recherche et développement, par exemple, nous, on a toujours été très liés à la sécurité. C'est pour ça qu'on a toujours voulu avoir les meilleures caméras, pouvoir regarder loin. Voilà. Donc, et l'intérêt de Monaco, c'est que, on va pas se le cacher, ça fait rêver. C'est quand même plus sympa de rencontrer quelqu'un sur Monaco que de lui dire on va aller à Bechevillers. Malgré que Bechevillers, ça peut être sympa, hein, mais voilà. Donc c'est vrai que ça a un gros avantage. Je veux dire, rencontrer un client, lui faire une démonstration sur le territoire monégasque, oui. Et on a tout. C'est ça qui est assez génial, c'est que dans 2 km², on a la possibilité de tout faire. On a un héliport. On a des zones militaires, on a un stand de tir au dernier étage d'un bâtiment, avec un stand de tir à ciel ouvert, enfin en ville, c'est quand même assez extraordinaire. On a la mer en face, donc pour tout ce qui va être maritime et test. On a des ports, on a la possibilité de faire du grimpe, de la varap, on a énormément de tunnels, donc de milieux confinés, de milieux clos, de la construction en permanence, donc la possibilité de tester dans des chantiers. Donc c'est génial parce que c'est un terrain de jeu qui est tout petit mais en même temps très grand. On a un stade de foot où on peut faire nos tests justement pour vérifier les mouvements de foule, pour regarder comment se comporte le drone, pour faire Donc ça a énormément d'avantages. Après, nous, MC Click, on a d'autres zones de test. On a un terrain en Italie qui nous appartient, qui nous permet de faire vraiment tous nos tests de vol, qui est une zone sécurisée à nous et qui permet d'avancer. Et on a perçu des nouveaux locaux qu'on est en train d'emménager à Monaco, avec une zone, je dirais, entraînement, test, où on va pouvoir faire un mini CQB mix robotique, mix humain. Voilà, qui permet de tester nos systèmes et de les vérifier. Et
nouveau atelier où là, il y aura nos dernières technologies et surtout les machines qu'on n'a pas la place de mettre. Parce que chez moi, c'est petit, hein. C'est pas très grand et le mètre carré est très cher à Monaco. Et donc, on pousse les murs. C'est exactement le terme. C'est vrai que là, on enregistre cet entretien dans tes locaux et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ça ne doit pas être facile pour le ménage, là, pour la poussière. Non, l'équipe s'arrache les doigts d'ailleurs. Non. Il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir. C'est au Sofins, j'ai remarqué que la plupart des sociétés qui vendaient des systèmes drones ne faisaient que ça, c'est-à-dire proposer un système drone, et ceux qui vendaient de l'anti-drone faisaient que de l'anti-drone. Ou en tout cas, peut-être que j'ai pas bien vu, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu étais le seul stand qui proposait à la fois les deux en fait. Oui, mais parce que moi j'ai tout compris. C'est parce que je te vends le produit que je vais te dézinguer. C'est assez extraordinaire. Effectivement, à l'heure actuelle, beaucoup de sociétés en fait ou font que de l'anti-drone ou font que du drone. Alors bon, je connais pas mal de sociétés qui font de l'anti-drone. J'ai testé. Je dirais que là-dessus, je vais m'abstenir de répondre à tout commentaire. Comme ça, au moins, je ne serai ni désobligeant ni positif. Et je connais aussi des sociétés qui en fabriquent. C'est compliqué pour moi d'arriver à comprendre justement un peu les deux types. Si on fabrique de l'anti-drone, il faut être excellent en drone. Parce que lorsqu'on est par exemple un pilote de voiture, je pense qu'on connaît la mécanique de sa voiture un petit peu au moins. Et les meilleurs pilotes, on se rend bien compte qu'ils te disent, pour en avoir côtoyé certains pendant le Grand Prix de Monaco, elle braque un peu trop à gauche, elle braque un peu trop à droite, le pneu est un peu trop surgonflé, regarde un peu le carrossage, et il va faire lui-même ses réglages. Et derrière, bien sûr, le mécano va anticiper, préparer, faire la finition, mais il connaît la mécanique, il sait comment ça fonctionne. Et pour l'anti-drone, c'est pareil. Il faut connaître la mécanique interne d'un drone et pas juste sur papier, avoir testé et avoir fait le tour du système. Et le tour du système, on le fait vraiment jamais parce que le système est en perpétuelle évolution avant de pouvoir faire de l'anti-drone. À l'heure actuelle, l'anti-drone, et là je ne vais pas y aller par 4 chemins, il y a beaucoup de fumisterie. Et moi, en tout cas, je peux dire que oui, j'ai un fusil anti-drone qui marche, qui va couvrir une grande partie des menaces, mais qui ne les couvre pas toutes. Et je pense que la personne qui peut dire que son système anti-drone marche à 100% est déjà un menteur. Parce que nous-mêmes, on arrive à se couillonner nos systèmes. Puisque le principe de chez moi, comme ils sont très joueurs, mon équipe, en fait, quand il y en a un qui vole, il y en a un autre qui peut se servir le fusil anti-drone pour faire des tests. Donc après, on teste les codes. C'est à celui qui trouvera le meilleur système. Donc, la sécurité absolue dans la détection et la neutralisation de drones, à l'heure actuelle, il n'y a aucun système sur le marché qui est 100% efficace. Ça, c'est mon avis personnel. Il vaut ce qu'il vaut. Maintenant, voilà, j'en ai pas trouvé. On en a testé beaucoup. J'en ai même testé pour des administrations à leur demande. Voilà, ça ne marche pas correctement. Ça se fait couillonner très facilement. Et le seul moyen, je dirais, de permettre d'avoir une détection la plus sûre possible, c'est de mélanger les systèmes. D'avoir du radar mélangé à de l'optronique, mélangé à de la détection acoustique, mélangé à de la détection ARF, afin de pouvoir éviter les faux positifs. Et de toute façon, on ne détectera pas forcément un drone qui ne veut pas être vu. Le principe d'un drone, c'est qu'il a une signature qui est proche de rien, que s'il n'émet pas de fréquence, on ne va pas le détecter et qu'il ne reste plus que le radar et les différentes technologies pour le voir. Donc, c'est un vaste sujet, le système anti-drone. C'est un sujet qui nous passionne parce que quand on crée des drones, on essaye aussi et on finit par avoir la demande de vouloir les dézinguer. C'est très compliqué parce que pour les fabriquer, en fait, je fais tout pour pas qu'ils tombent. Et en fait, la deuxième casquette, c'est qu'on fait tout pour qu'ils se cassent la gueule. Donc, c'est voilà. À l'heure actuelle, sur le Sofins, en tout cas, rien ne m'a bluffé sur les systèmes anti-drone. J'aimerais assister à le seul système, je dirais, qui m'a plu vraiment et que je n'avais jamais vu fonctionner encore, en tout cas pas ce modèle-là, c'est le système de laser qui permet de détruire les drones. Bon, après, c'est la mise en œuvre.
toute façon, c'est toujours le problème, hein, c'est la mise en œuvre de ce genre de système. Après, la détection RF, clairement, oui, l'aéroscope de G, par exemple, marche bien pour les G, parce que ce sont des constructeurs, ils ont les codes, ils ont fabriqué un système pour détecter leurs propres codes. Bon, les autres systèmes de détection français ou américains qui font du semi-rétro-engineering en laissant un drone allumé, en essayant d'avoir tout le code fréquence pour essayer de le reconnaître, c'est clairement de la merde. Voilà, on va pas se cacher, pour l'avoir vu fonctionner, ça marche une fois toutes les morts d'évêques, et en prenant compte qu'il y a tellement de mises à jour à l'heure actuelle sur les drones. Ce qui tue en fait, c'est les mises à jour. Un drone, si on ne le mettait pas à jour, une fois qu'on a fait son cycle, on est dedans. Mais comme on le met à jour, il suffit qu'il y ait un changement microscopique du code, c'est un peu comme un brin d'ADN, je dirais. La machine, elle n'est pas capable, oui, elle va peut-être arriver à se dire ça peut-être être ça ou pas, ou sinon elle va passer complètement à côté en fait. Et est-ce que tu penses que dans les conflits de demain, ou du moins les conflits d'aujourd'hui qui ont lieu et qui s'intensifient dans certaines régions du monde, l'usage du drone est de plus en plus intensif? Ah oui, on le voit clairement. On l'a vu clairement ces derniers temps avec les drones suicides qui attaquaient. On l'a vu clairement, les Israéliens s'en sont servis pour larguer du lacrymogène déjà depuis quelques années. Oui, ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier pour plusieurs raisons. L'étude anglaise l'a prouvé. Les Anglais expliquent que d'ici 2025, ils vont quand même remplacer pas mal de leurs soldats par des unités robotiques. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de militaires suffisamment compétents pas suffisamment compétents, le terme n'est pas bon, mais ils n'arrivent pas à recruter suffisamment donc pour former des gens compétents puisqu'ils n'ont pas, je dirais, le personnel, et que derrière, en fait, former quelqu'un coûte très cher et le perdre coûte aussi très cher. Donc oui, on va y aller petit à petit et on y vient. On se rend compte que quand même les drones, maintenant on les utilise partout. Aussi bien pour la version civile, pour les pompiers, pour aller éteindre la cathédrale de Notre-Dame, que pour aller extraire des gens à Fukushima parce que on voulait aller regarder, que sur le théâtre de guerre pour aller bombarder une zone, comme on fait nous dans certains pays d'Afrique pour aller livrer des médicaments, etc., etc. Et on y vient partout. Alors à l'heure actuelle, ce sont des drones pilotés ou qui peuvent commencer à avoir une intelligence puisque on se rend bien compte que, par exemple, je crois qu'il n'y a pas longtemps, un drone a ciblé et a décidé automatiquement de venir neutraliser une cible. De lui-même, il y a bien quelqu'un qui a écrit le code pour qu'il y aille. Donc, c'est pas lui qui s'est réveillé un matin en prenant cette décision. Quelqu'un a écrit un code pour que si jamais il détecte, je dirais, la totalité des bons algorithmes, il engage une manœuvre. Oui, mais on y vient. On y vient aussi bien sur les avions, je dirais, qui intègrent maintenant des nouveaux autopilotes pour leur permettre de se poser. Dans le civil, ça fait des années que les avions de ligne se posent tout seuls. Et pourtant, c'est pas un drone. Mais il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, le pilote est devenu, je dirais, un outil, lui aussi, qui lui permet de... Alors, après, les mecs qui pilotent des avions vont m'engueuler. Donc, non, mais je veux dire, bien sûr qu'ils pilotent, mais je veux dire, par là, ils ont quand même pas mal d'assistance, d'avionie qui leur permettent de se faciliter la vie. Mais même nous, de temps en temps, on s'amuse à piloter des drones d'il y a 7 à 8 ans. Clairement, on se rend compte que la technologie a fait un bond, quoi. Donc, et je veux dire, ça avance. Ça avance régulièrement et très vite. Donc oui, on va en avoir de plus en plus. On va en avoir déjà de plus en plus sur le terrestre. Les mules pour transporter du matériel, les mules aériennes pour aller récupérer des blessés, pour emmener de l'armement, pour des mini-hélicoptères, les drones taxis pour la version civile, puisque MC Click travaille sur les drones taxis. Quand tu travailles justement sur tous ces projets, comment ça se passe? Tu t'inspires des films de science-fiction qui ont bercé ton enfance, ou comment tu fais pour trouver de l'inspiration par rapport à ça? Alors moi, j'étais vraiment pas un bon pour les trucs qui ont bercé mon enfance. T'as pas trop regardé Star Wars, tout ça? Alors non, j'ai regardé Star Wars il y a 1 an.
Voilà, et un peu plus, il y a 2 ans, depuis que j'ai rencontré ma chère et tendre. Mais Star Wars, j'avais jamais vu aucun épisode, donc je suis un très très mauvais là-dessus. Le seul truc que j'ai trouvé cool de Star Wars, c'est le sabre laser. Hein. Si un jour je peux en fabriquer un, je pense que je commencerai à découper des gens dans la rue, donc c'est une mauvaise idée. Mais bon, ça c'est cool. Alors oui, clairement, oui, de temps en temps, des jeux vidéo, des jeux vidéo nous inspirent. Après, dans mon équipe, on n'est pas des gros joueurs. Je dois reconnaître que moi, je fonctionne personnellement par phase. Alors, j'achète tous les nouveaux jeux qui sortent, sur Xbox par exemple, parce que je suis pas play, mais je joue jamais. Ou pendant une semaine, je vais jouer quasiment tous les jours quand je rentre, et après, en fait, pendant 6 mois, je vais plus toucher. Donc, je suis un très très mauvais client pour les jeux vidéo. Enfin, en même temps, j'en achète pas mal, mais oui, il y a des choses qui sont inspirantes. Sur le design, sur l'usage, pas forcément. Après, ça nous donne des idées sur le futur. Donc, par exemple, les chiens robots au Sofins, tout le monde m'a dit mais c'est la guerre des mondes qu'on va passer. Voilà. Bon, alors moi, je l'ai pas vu. Après que je suis rentré du Sofins, je suis allé voir. Effectivement, il y a un petit air assez sympa. Oui, je pense que les deux milieux s'influencent eux-mêmes en fait. Les personnes qui font de la science-fiction viennent voir un peu ce qui se fait de mieux en véhicules militaires, etc. Hier, je suis allé au cinéma pour regarder le dernier Marvel. Leurs vaisseaux spatiaux ressemblent beaucoup à des avions de chasse américains. Donc on s'y inspire, et des deux côtés, on fait des designs. Voilà. Après, ça part d'idées un peu folles en fait au départ. Ça part d'une discussion ou ça part... Les idées les plus tarées en fait partent de ça. Manticore est parti sur une idée complètement tarée, l'araignée. Je veux dire, j'ai fait une fac de bio et je suis un passionné des mygales, et en fait l'araignée est une machine de guerre absolue. Alors j'adore les fourmis aussi, mais donc en plus notre araignée, c'est un croisement entre une araignée et une mygale, parce que les puristes vont me dire qu'une araignée ça a 8 pattes et que nous on a que 6, donc je la sens venir, mais donc ça ressemblerait plus à une fourmi, mais c'était plus simple d'en faire 6, c'est ça la réponse. Mais la mygale, c'est génial, ça fait pas de bruit. Une mygale qui marche, ça fait 0 bruit. Ça se serre des poils, ça a une sonorité qui est quasiment nulle. C'est une araignée terrestre. Donc ça grimpe, ça fait des bonds, ça se déplace, ça se casse une patte, ça se l'arrache, ça continue à fonctionner, elle repousse. Voilà, ça voit toutes les couleurs, ça voit à 360 degrés, ça détecte les mouvements, c'est capable, grâce à ses poils et à ses cils, de détecter les vibrations, et donc le déplacement d'une proie dans un rayon de 10 à 15 mètres. C'est top. Tu n'as jamais vu la série Stargate avec justement les réplicateurs? Alors j'ai vu la série Stargate, par contre je suis un amoureux de Stargate, ça j'ai toujours aimé. Et c'est pas venu de là cette histoire, cette idée justement d'araignées qui peuvent se reproduire? Alors les réplicateurs, ils n'avaient pas 4 pattes. Ah peut-être. Ils avaient peut-être 4 pattes, ces saloperies. Alors non, non, les réplicateurs, oui, non, c'est pas venu de là, tiens, mais... Parce qu'il y a ce côté d'impression des pièces qui s'assemblent. Oui, tout à fait, je m'en souviens, et qui bouffent le vaisseau afin de pouvoir se réimprimer. Une vraie merde. Et non, mais c'est pas venu de là, non, mais c'est venu de pas mal de choses, donc on a fait, et donc on travaille là-dessus, sur différents produits. Alors, tu vois, par exemple, on se sert de la nature pour quasiment tout, mais chez nous, on a abandonné le côté serpent. Hein, on ne fera pas de robot serpent. C'est trop compliqué déjà de 1, et de 2, en fait, il faudrait regarder un serpent, et chez moi, ils ne sont pas friands des serpents. Donc, déjà qu'on en a un qui n'est pas friand des araignées, si tu veux, donc, et que depuis que le zoo de Monaco nous prête gracieusement une belle tarentule femelle qui me fait penser à mon ex parce qu'elle veut me buter à travers la vitre, et qui est une vraie saloperie. Hein. Oui, parce qu'il arrive un moment où, si tu veux, quand tu fabriques une araignée mécatronique, en fait, robotique, il faut regarder comment elle marche. Et pour apprendre à coder correctement, il va falloir... oui, tu as la gestuelle, tu vas la faire déplacer, mais il va falloir quand même regarder. Alors les vidéos, c'est sympa sur Internet, regarder toutes les araignées qui se déplacent au monde, c'est cool. Mais en avoir une en vrai et la voir se déplacer 10 ou 15 fois, étudier, regarder ses hauteurs de pattes, qu'elles varient et tout. Et après, il y a quelque chose d'inné. Je dirais, pourquoi c'est si dérangeant et si malaisant? Parce que dans notre code génétique, les araignées, ça nous pose un problème. Même les gens qui aiment les araignées, en fait, ils aiment les araignées, mais c'est une crainte qu'ils prennent sur eux.
En fait, voilà. Et après, ils apprennent et ils aiment vraiment ça. Ça devient une passion. Maintenant, le premier réflexe de tout le monde qui voit une araignée qui dépasse les 10 cm, c'est pas forcément de lui faire un gros câlin, mais de s'éloigner. C'est pareil que le serpent, et c'est pareil qu'un chien qui aboie ou qui te grogne. Moi, j'adore les chiens. Maintenant, si c'est pas le tien et qui te grogne dessus, bah, tu flippes. Voilà. Et donc, c'est ce côté, je dirais, primitif, instinctif, qui te dit pour pas te faire bouffer, en fait, et pour pas y rester. Et donc, c'est ça que je cherchais aussi sur l'araignée. Parce que quand tu vois arriver une araignée qui mesure 30 cm d'élongation de pattes et qui se déplace à 2 mètres secondes, eh ben, c'est clairement dégueulasse. Hein. C'est horrible. Nous, on arrive à se faire peur quand elle s'allume. Et en fait, c'est devenu le dernier jeu en date dans mes locaux, si tu veux. Quand on la code, on est obligé de rebooter en permanence le code pour vérifier qu'elle se mette à jour. Donc, elle tombe comme une araignée morte, les pattes crevées, et d'un coup, elle se met en route, tu vois. Et en fait, si tu es un peu dans tes pensées ou que tu es juste à côté, tu fais un bond parce que tu t'y attends pas. Alors, c'est ce qui est encore plus con. Mais non, mais voilà. Donc oui, on y vient, non? Alors après, les science-fiction, bien sûr. Alors, Stargate, alors Star Wars, bof, je sais pas trop. Mais bon, tu as un film dernièrement qui m'a pas mal inspiré, et que c'est Total Recall, j'aime bien. Après, tout ce qui est film de bestioles, hein, les aliens, les conneries de ce genre, les déplacements. Bon, Arak Attack, on va oublier, hein, avec des araignées géantes, parce qu'à part pour se marrer, ça sert à rien. Mais non, mais clairement, sur le design en tout cas. Le design, c'est important. Notre Rubicon ressemble un petit peu, je dirais, au Warthog de Halo. On a pris un peu d'inspiration, au moins sur la calandre avant, là-dessus, pour un côté un peu futuriste, et parce que j'adorais Halo à l'époque. Et ça marche clairement bien. Et on se rend compte que les véhicules militaires ressemblent souvent à des jeux vidéo, et vice-versa. Oui, puis c'est ce côté un peu futuriste. Et est-ce que aussi c'est pas un peu du marketing? Parce que l'industriel qui va vendre ça, qui va vendre le véhicule ou le dispositif, l'équipement qui ressemble à un truc que les militaires auraient pu voir dans un film de science-fiction, c'est un peu leur dire c'est le futur. Je ne sais pas si c'est marketing, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a plus envie d'utiliser un produit qui est sexy et qui est joli que d'utiliser un produit qui ne nous plaît pas. Après, il y a l'usage. Si tu as un produit ultra sexy mais qui ne te sert à rien, bon voilà. Moi, je sais qu'on attache une petite importance, je dirais, au design. Parce qu'on n'est pas bon là-dessus. Je veux dire, c'est pas notre corps de métier. Nous, on fait du fonctionnel. Mais le design, c'est important de faire quand même quelque chose d'un peu sexy. Et donc, on bosse sur le design pour que on ait des améliorations, on ait toujours quelque chose qui soit... Et parce que aussi, c'est intéressant, il n'y a pas que du design. En fait, de temps en temps, il y a de la partie, je dirais, mécanique, de la partie aérodynamisme qui est importante, en fait. Après, ça ne sert à rien de révolutionner un système qui fonctionne. Hein. De temps en temps, il vaut mieux aller chercher là où ça a marché. Tu vois. Pas réinventer la roue. C'est ça. Tu as entendu parler du programme Red Team de l'armée française? Alors, vas-y, rafraîchis-moi les idées. Red Team, on en a parlé dans un précédent magazine de Défense Zone. L'armée fait appel à des auteurs de science-fiction pour imaginer des scénarios qui pourraient être la guerre de demain. Ah oui, ça j'en ai entendu parler, effectivement. Est-ce que toi, c'est un truc... Ça m'amuserait assez, moi, ça. Ouais. Il n'y aurait pas de survivants. J'ai compris, le truc avec le sabre laser. Non. D'accord. Ouais, ça peut être assez rigolo. Ouais. En fait, si j'imagine un jour un scénario de science-fiction pour l'armée, il faudra jamais rentrer dans le bâtiment, il faut le faire sauter d'office. Hein. Il faut l'enregistrer, hein, mais non, faudra pas. Petite dernière question concernant ton parcours d'entrepreneur. Comment t'en es arrivé là? Tu as dit que tu as fait une fac de bio. Comment t'en es arrivé à monter une entreprise comme ça avec des associés qui se retrouvent être dans le club de l'arbalète, le cercle de l'arbalète, après à travailler avec les forces spéciales? Comment on arrive là? Comment on arrive là? En fait, on arrive là, on fait des études, on se pose la question si on a envie d'être dans un laboratoire assis H24.
Moi, j'adorais les nanotechnologies. Je voulais faire des petits robots qui viennent te bouffer le cholestérol. Tout le monde s'en battait les couilles en France. Voilà. Donc, j'adorais les drones. Je viens du milieu du modélisme. Je faisais, les drones à l'époque, c'était plutôt les hélicoptères et tout ça. Et mon grand-père était un passionné de photos. Et il me dit, il faut mettre des appareils en dessous pour faire des photos parce que ça sert à rien ton truc. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'était les débuts de Survécoptère à l'époque avec leurs hélicos. On est allé les voir. J'ai piloté un peu leurs hélicos pour eux, leurs drones, les premiers drones. Et MC Click a été monté comme ça en fait. MC Click a commencé dans un garage avant d'avoir un magasin. Et on était sur les prises de vue aériennes, on était sur différentes choses et de fil en aiguille, si tu veux, on en est venu à faire des drones pour les pompiers, à faire de la reconnaissance, à faire de la recherche de personnes disparues. Donc naturellement, on est monté crescendo pour terminer au Sophins et ensuite être proposé et admis au cercle de l'Arbalète et de fournir aujourd'hui différentes institutions, différentes entités pour qui c'est un honneur de travailler en tout cas. Puisque je ne suis pas français, mais c'est un vrai honneur pour moi de travailler pour certaines unités françaises. Et malgré que je sois étranger, et je considère que j'emmène un peu ma pierre à l'édifice. Voilà. Il faut de tout. C'est une très bonne façon de voir les choses. Je pose toujours une dernière question à nos invités qui est quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait suivre un peu tes traces, c'est-à-dire monter une entreprise qui pourrait être au service comme ça de la défense, de la sécurité. Quel conseil tu donnerais par rapport peut-être à des expériences ou peut-être même des échecs aussi que tu as dû traverser Alors qui t'ont appris des choses. Déjà, le premier conseil, c'est il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, quel qu'en soit le prix. Après, moi, je ne lâche jamais rien. Donc, le conseil, c'est de rien lâcher aussi. Mais je pense que le conseil numéro 1, c'est vraiment d'aller au bout de ses rêves. Même si tout le monde considère que c'est une connerie, faut jamais jeune lâcher, en fait. J'ai jamais lâché, et ça a quand même un peu porté ses fruits. Donc, non. Et je pense que le premier a une bonne devise et qui est un bon conseil, c'est qui ose gagne. Et derrière, on peut rajouter qui perd paye. Hein. Mais qui ose gagne, donc c'est vrai, oser. Il faut oser, il faut se lancer. De toute façon, si la personne pense que l'idée est bonne, bien sûr qu'il y aura des échecs, il y aura des moments de doute. Tout entrepreneur, tout salarié, toute personne sur cette planète, je pense qu'on a tous connu nos hauts, nos bas, nos difficultés. Et après, moi j'ai la chance de travailler avec une équipe avec qui je m'entends, qui est comme une famille pour moi. Et je pense être aussi un peu une famille pour eux. Et ça, c'est important en fait. C'est important. Je viens d'une famille où en fait j'ai pas de frères, pas de sœurs. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui sont devenus ma famille. En fait. Et qui m'ont poussé aussi et qui m'ont dit de jamais lâcher. Donc non, il ne faut pas lâcher. En fait, si demain, je devrais lui conseiller, c'est de ne pas lâcher, d'aller au bout de ses rêves, d'avancer, de faire le nécessaire, d'attendre, d'être patient. Alors, ça, c'est pas mon fort, hein, je ne suis pas patient. Mais voilà. Mais, et de rester humble. Rester humble parce qu'il y a toujours meilleur que soi. Et surtout, en fait, se remettre en question. La force, je pense que la grande force d'MC Click, c'est qu'en fait, on passe notre vie à fabriquer des nouveautés. Mais parce qu'on s'éclate, en fait. En fait, je pense que le conseil principal, c'est d'aller au bout de ses rêves et de s'éclater dans ce que l'on fait. Et le jour où on ne s'éclate pas, il faut changer d'activité. Le jour où ça devient une corvée, il faut arrêter. Quel que soit le domaine. Quel que soit ce que l'on fait, en fait. Et ensuite, le dernier conseil, ça c'est pour le perso, quand on n'est pas bon dans un truc, il faut arrêter aussi. Je veux dire par là, même si on veut aller au bout de ses rêves, il arrive un moment où quand on est vraiment nul, il faut arrêter. Voilà, moi j'ai le mal de mer, mon rêve ça serait d'être commandant de frégate, je sais que je n'y arriverai pas. Donc il faut savoir s'arrêter. Hein. Voilà, non mais blague à part, non mais c'est vrai. Aller au bout de ses rêves, il faut foncer. De toute façon, on vit qu'une fois.
tout en étant pragmatique du coup. En restant pragmatique, mais bon, moi j'ai un vrai grain de folie, pas qu'un grain en fait. Là, c'est même plus un grain, c'est une rocaille. Mais oui. Et la vie se charge naturellement en fait de faire des rencontres, d'en enlever, et chaque personne constitue et crée un parcours. Je veux dire, pour ma part, je veux dire, MC Click est à l'heure d'aujourd'hui ce qu'elle est parce que j'ai perdu beaucoup et tout ce que j'avais à perdre. J'ai perdu beaucoup de frères dans le sens que moi je l'entends. J'ai perdu beaucoup de personnes. Ça nous a permis de souder plus une équipe, ça nous a permis d'avancer plus sur certains domaines. Et en fait, on a envie d'y arriver. Et il y a des moments, voilà, quand ça va pas, on pense un peu que ça pourra aller mieux, ou on pense aux personnes qui sont plus là, et ça nous donne un coup de pouce. Et après, on pense aussi que ce que l'on fait, c'est important. Et il faut s'éclater, je sais pas, moi quand je viens le matin, j'ai la banane en fait. J'arrive à MC Click, je suis content. Bon, j'ai que des casse-couilles avec moi, mais non, mais en fait, mais c'est ça en fait. Il faut y aller. Les sociétés qui ont un bon répondant, un bon ressenti, ça fait plaisir de travailler. Ça fait plaisir de travailler. Il y a des gens qui transmettent des passions et on a toujours des choses à apprendre. Je pense que le dernier conseil, c'est vraiment ça en fait. C'est d'apprendre. Nous, on aime apprendre en fait, même si c'est pas notre domaine. Bon, après, il y a des choses qui sont pas passionnantes, qu'on n'a pas envie d'apprendre. Hein. Bon, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des sujets qui sont intéressants. Et d'apprendre, ça permet, de toute façon, ça permet toujours quelque chose. C'est clair. Voilà. Merci pour ces conseils. Et je mettrai en lien de cet épisode le site internet de MC Click. Oui, alors il faudra mettre l'Instagram, je pense. Hein. Parce que le site internet, ils vont pas comprendre. Hein. Instagram, il faudra mettre l'Instagram. Bon, le site peut être sympa et voilà. Ça marche. Merci beaucoup et à bientôt. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.